C'est la voie qu'on a souhaité prendre, hein, c'est on ose parler d'argent et on ose parler de ce que l'argent permet de faire. Et moi, je vois une chose, c'est que tous les dirigeants d'entreprise ou toutes les grandes familles souhaitent avoir un impact dans l'économie réelle et souhaitent avoir un impact dans la société. Audrey Koenig, je suis ravie en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de Natixis Wealth Management. C'est une banque privée importante qui s'oriente vers l'humain parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le rôle des banques ont un petit peu changé. Oui, alors c'est une banque dédiée à la gestion de fortune qui appartient au groupe BPCE. Effectivement, une banque doit être maintenant plus qu'une banque puisqu'on doit intégrer beaucoup de choses pour, un, attirer des collaborateurs, deux, attirer des clients et les garder et surtout faire en sorte qu'on leur apporte de la valeur. Vous avez travaillé beaucoup en banque, le patrimoine, c'est un peu votre sujet. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier qui est à la base très masculin? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? La relation humaine, avant tout. Moi, j'ai fait le métier de banquier privé pendant de nombreuses années, hein, alors à différents échelons au sein de l'entreprise. C'est un métier où il faut aimer les autres, il faut aimer les écouter. D'ailleurs, on écoute beaucoup les autres plutôt que de s'écouter soi. Il faut se remettre en question. Parce que c'est un métier qui a énormément grandi en accompagnement. Avant, on faisait du bancaire, de la gestion financière. Oui, c'était très factuel. Voilà. Maintenant, comme je vous disais, on fait bien d'autres choses que de la banque. Et quand je dis qu'on fait bien d'autres choses, c'est qu'on a dû intégrer à la fois du conseil patrimonial ou du conseil familial, des sujets de gouvernance, de la philanthropie, des sujets liés au réinvestissement, parce qu'on a une génération de clients face à nous qui de plus en plus veut investir dans l'économie réelle. On se remet en question, on aime les gens, on aime les écouter et on s'intéresse à plein de choses parce qu'il faut aussi avoir énormément de culture pour pouvoir s'adresser à tout type de clients. C'est quoi justement le profil de ces clients? Est-ce qu'il y a par exemple de plus en plus d'entrepreneuses? Au début, c'était beaucoup des héritiers des grandes familles et on a vu depuis une dizaine d'années toute une génération qui était plutôt des dirigeants d'entreprise et des créateurs de sociétés. La part des femmes grandit, elle est encore marginale. On le voit bien hein, dans la création d'entreprises, les femmes en fait finalement qui sont à la tête d'une entreprise ou qui créent une entreprise est encore relativement faible, mais c'est un métier qui se féminise. Votre rôle au sein de la banque, c'est envoyer des inputs et proposer d'intégrer des soft skills, par exemple, un peu plus dans la banque qui était très froide il y a quelques années, qui aujourd'hui se réchauffe un peu. La banque se réchauffe, elle doit se réchauffer en interne, elle doit se réchauffer en externe. En interne, on a globalement l'industrie bancaire, c'est plus un métier qui attire beaucoup les jeunes générations. Ah bon, pourquoi? C'est un métier qui apparaît un peu rigide, où il y a une réglementation qui a énormément évolué les dernières années. Hein, et qui évolue tout le temps, surtout. Et qui évolue tout le temps. Donc nous, en tant qu'entreprise, ce qu'on doit, c'est accompagner nos collaborateurs dans l'intégration de cette réglementation à laquelle on doit répondre, bien évidemment. Du coup, on doit aussi faciliter l'implémentation de cette réglementation auprès de nos collaborateurs. Donc beaucoup plus de digital, beaucoup plus d'outils. De formation continue. De formation continue, tout à fait. On doit leur montrer que la banque permet de faire plein de choses. J'ai pitché récemment auprès de l'école de ma fille. Ils ont tous découvert ce que c'était le métier de la banque et le métier de la banque privée. Ils disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était tout ça. » Mais c'est vrai que c'est un milieu assez taiseux. Quand on commence à rentrer dans les arcanes de la banque, on se rend compte que c'est un univers très humain finalement, où tout se base sur la confiance qui est peut-être la valeur cardinale aujourd'hui. Alors je pense que les banques, effectivement, elles ont une chose à mettre en évidence par rapport à d'autres acteurs, parce qu'elles se font beaucoup challenger, c'est leur rôle d'acteur de confiance. Et je pense qu'on est un acteur de confiance et on a toute la réglementation, une fois de plus, autour de nous pour qu'on soit un acteur de confiance. On est des acteurs solides, généralement, ce qui rassure nos clients. On doit effectivement arriver comme l'acteur de confiance, comme l'acteur qui va arriver avec une prestation de valeur qui est transparente, au bon prix et de bon niveau. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce métier? À part la relation humaine. On fait un métier sympa, avec le fait que nos clients peuvent aussi avoir des événements de la vie qui sont dramatiques, mais on voit des gens qui réussissent. Et je trouve qu'on est entouré de gens qui sont positifs, qui réussissent, qui continuent à entreprendre, qui aiment ce qu'ils font, qui croient encore à l'avenir, ouais. et à l'économie. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Inspirant peut-être pour des jeunes générations qui se jettent dans l'entrepreneuriat. Moi, je me suis beaucoup inspirée de mes clients. En fait, j'ai regardé comment à un moment donné, ils avaient eu des échecs, où ils avaient eu une étape à franchir. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour y arriver? Et je trouve qu'on devrait regarder autour de nous les gens qui ont réussi et pas regarder en disant il est simplement riche. Qu'est-ce qu'il a fait pour être riche? Il y a beaucoup de doutes aussi chez ces grandes fortunes de gérer leur entreprise. Et c'est là que vous intervenez peut-être pour calmer en tout cas ou les aider. On rentre vraiment finalement, on se rend compte dans l'intimité, c'est ça. Plus vous grandissez, plus vous êtes important, plus vous êtes entouré. Alors vous avez toujours le bon conseil de la bonne personne au bon moment. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'on est là pour fédérer les avis
que peuvent leur rendre tous leurs conseils, que ce soit le notaire, l'avocat fiscaliste, le conseil, l'expert patrimonial. C'est pas au client de faire la synthèse de ce qui est bien pour lui. C'est à nous d'arriver avec une solution commune. Avec du recul. Avec du recul. On s'est tous mis d'accord. On pense que la solution qui répond à la situation à laquelle vous êtes confrontés, c'est celle-ci. Et donc c'est ça aussi qu'on doit arriver à faire, c'est arriver à fédérer tous ces conseils et arriver vers le client pour, le rassurer. Si tu parles de tes sujets à ton banquier, quelque part ça va sortir de ta tête et nous on s'en occupe. Et moi je dis toujours à mes banquiers, quand vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez gagné dans la relation avec votre client. C'est quelque chose d'assez compliqué pour vous à gérer, ces changements de gouvernement. Je pense que ça cristallise à un moment donné, ça fait peur un petit peu à tout le monde. Il faut aussi rassurer ses clients, anticiper sur l'impact que ça peut avoir sur l'économie en général. On était rentré dans une période qui était une période assez sympa parce qu'on avait une sorte de stabilité. On est quand même dans un métier qui est drivé par la fiscalité, ce qui fait qu'on a vu, nous, beaucoup de gens prendre des décisions structurantes pour leur transmission, pour la gouvernance de leur entreprise. Ce qui s'est passé depuis juillet, c'est qu'il y a eu un arrêt total de pas mal de choses. Pas mal de décisions structurantes pour le compte des grandes familles s'est arrêté. Et donc il a fallu redonner confiance. Et on voit bien que depuis la rentrée, beaucoup de projets sont à l'arrêt, ils ont du mal à se projeter. Et on voit à nouveau, c'est peut-être pas politiquement correct, mais pas mal de gens qui s'intéressent sur le risque France, qui se disent moi je vais diversifier mes avoirs et je vais plus avoir qu'un seul territoire dans lequel je loge mes actifs, mais je vais commencer à diversifier sur d'autres territoires. Peut-être se diversifier aussi sur l'art, par exemple, sur d'autres investissements ailleurs que dans une banque. Ça, il l'avait déjà fait, parce que nous, on adresse ces classes d'actifs, que ce soit l'art, le non-coté, l'immobilier, les actifs financiers, en fait, on se rend compte que c'est une part importante, mais c'est quand même devenu, on va dire, c'est le socle qui permet de maintenir ces liquidités et de les placer de façon active, mais les gens, ils restent, en fait, intéressés par les actifs réels, donc l'immobilier, le private equity, l'art, enfin, plein d'autres choses en font partie. C'est plutôt le risque pays qui a ressurgi. Quand vous êtes à la tête d'un patrimoine important, vous devez l'adresser et c'est sûr qu'on peut se poser quelques questions. Et pourtant, on avait une image d'une France plutôt intéressante sur les investissements, sur la stabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas que le problème de gouvernement, il y a les crises successives. Comment on arrive à naviguer parmi ça? Comment on se réinvente? On se réinvente en se posant les questions. Déjà, est-ce que c'est mieux ailleurs? C'est déjà la question à se poser. Est-ce que c'est mieux ailleurs déjà? Alors, c'est pas forcément mieux ailleurs. Il y a des pays qui font en sorte d'avoir une attractivité qui est souvent fiscale, mais pas que. On voit l'Italie, on voit même l'Espagne. C'est des pays qui ont fait des gros efforts sur les aspects budgétaires et qui rassurent peut-être un peu plus que la France. Alors après, la France garde une grosse attractivité parce que c'est une culture entrepreneuriale, on forme, on a des bonnes écoles, voilà. Mais on commence à être challengé aussi par d'autres acteurs, et notamment des acteurs européens. Ces grandes fortunes dont on parle, qui sont quand même des piliers de l'économie, piliers de l'emploi, qu'on a toujours tendance forcément à montrer du doigt. Et pourtant, là on l'a vu avec Notre-Dame, les artisans d'art, le groupe LVMH, on ne se rend pas compte de l'impact, ce qu'ils peuvent apporter à la France aujourd'hui. C'est la voie qu'on a souhaité prendre, hein. C'est on ose parler d'argent et on ose parler de ce que l'argent permet de faire. Et moi, je vois une chose, c'est que tous les dirigeants d'entreprise ou toutes les grandes familles souhaitent avoir un impact dans l'économie réelle et souhaitent avoir un impact dans la société. Il n'y a jamais eu autant de fondations d'entreprises qui ont été créées. Les sujets philanthropiques sont tout le temps traités auprès de nos clients. Ça devient vraiment une composante importante de leurs préoccupations. Et quand on voit effectivement tous les fonds privés qui permettent, il y a le projet Notre-Dame, il y a eu les JO, enfin il y a eu pas mal de choses quand même qui sont passées ces derniers mois en France. On peut être fier d'avoir... On peut relancer peut-être un peu de la dynamique. Qui peut relancer la dynamique, mais c'est aussi avoir confiance, avoir envie de faire. Et plutôt que de critiquer quand une grande famille met X centaines de millions d'euros dans un projet, on devrait être fier d'avoir des familles françaises qui permettent de le faire. Surtout que les investissements peuvent relancer la dynamique de la France. Ça relance la dynamique, ça relance l'entrepreneuriat, ça lance l'économie, ça relance plein de choses. Est-ce que l'argent, ce dont vous parliez tout à l'heure, de dire, voilà, il faut arrêter de parler de l'argent comme si c'était quelque chose de négatif, au contraire, c'est aussi un moyen d'émancipation, forcément, et ça c'est toujours important de le dire. C'est un moyen d'émancipation, hein, si on revient sur le sujet plus féminin. Hein. Nous on était aux côtés de Vive lors du Journée de la Femme hein, pour tous ces aspects autour de l'argent, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore des femmes qui ne sont pas payées autant que les hommes, qui n'osent pas d'ailleurs parler d'argent, qui n'ont même pas d'autonomie au sein de leur couple. Hein. L'argent est effectivement un des facteurs d'émancipation, notamment pour les femmes, mais pas que. Que ce soit vous, Audrey Koenig, ou la banque, c'est l'excellence à la française qui prône? C'est l'excellence, et c'est l'excellence à la française, puisque on est en France. Moi, ce que je dis à mes banquiers, c'est voilà, donnez le meilleur de vous-même et faites en sorte que les prestations de la banque soient au rendez-vous pour mieux servir nos clients et faire en sorte qu'on crée de la valeur, mais on crée de la valeur pour eux. Un rêve pour vous, de petite fille, de se dire qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite? Est-ce que finalement vous avez suivi le tracé de ce que vous espériez, ou finalement c'est la vie qui vous a poussé vers ça? C'est pas le métier que je voulais faire.
C'est marrant parce que c'est toujours, quand je regarde mes études, je n'avais pas forcément envie de travailler dans la banque. Et finalement, j'ai toujours travaillé dans la banque. Donc je me dis que j'aimais bien ça. Je rêvais d'avoir un jour des fonctions, responsabilités. Alors je ne pensais pas un jour diriger une banque. Je suis assez fière d'y être arrivée parce que j'ai commencé pour le coup tout en bas. Et après, moi, ce que j'aimerais bien, si je peux avoir un impact, c'est faire en sorte que ce métier, qui est quand même encore un métier un peu fermé, soit un peu plus ouvert dans sa mixité, soit un peu plus ouvert aussi dans l'accès à des populations plus diverses sur les métiers de la banque, parce que c'est aussi ça la France et on doit le représenter dans nos métiers. Et c'est un travail que vous faites bien entendu au Oui. quotidien. Oui. Merci beaucoup Audrey Merci, Koenig d'avoir été Cécile. avec nous. Merci beaucoup. Merci.